Bien, messieurs, messieurs les juges, mesdames, messieurs les jurés, je vais essayer dans les quelques minutes de la plaidoirie qui me sont accordées de vous convaincre que l'accusation, le mot est peut-être un petit peu fort, mais tout de même, portée par l'avocat général Jean Fajadet à l'encontre de l'opérateur de la CTO est non fondée, à savoir qu'en cas de CTO complexe, effectivement, c'est tout de même pour le bénéfice du patient et pas seulement pour l'ego de l'opérateur. Alors, c'est vrai, on est tous angioplaticiens, il y a chez nous tous une part d'ego et Jean Fajadet, ici présent, n'échappe pas à la règle, parce que si vous lisez ce numéro du quotidien du médecin qui est paru il y a 2 ans et demi, vous voyez qu'à Toulouse, il y a eu une volonté d'unir le CHU et la clinique Pasteur, dont Jean est bien sûr le représentant direct, pour former un centre de recherche avec l'ambition de devenir une référence européenne. Et nos amis Didier Carrier et Jean Fajadet d'ajouter qu'en s'unissant, eh bien, nous serons dans le top 5 européen en volume. Je ne suis pas certain que même si cette démarche, bien sûr, apporte un bénéfice aux patients, et c'est l'objectif principal, il n'y a tout de même pas une petite part d'ego là-dedans. Alors, c'est vrai que le débat que nous organisons autour de la CTO, finalement, on pourrait le faire autour de l'angioplastie complexe et peut-être pour les plus jeunes, autour de l'angioplastie simple. Parce que je ne pense pas qu'il y ait ici un seul opérateur qui ne soit pas un jour sorti de la salle de cathé, le torse un peu bombé, satisfait, son ego un petit peu enflé, d'avoir réussi une procédure, une bifurcation calcifiée de l'IVA ou du tronc commun carotte ablator chez un patient qui était inopérable, avec succès. Et je pense que là, effectivement, il y a une satisfaction tout à fait légitime, mais au bout du compte, finalement, il y a quand même un bénéfice pour le patient. Et du reste, quand on regarde également les jeunes qui se lancent dans la cardiologie, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe à Saint-Étienne, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, très souvent, ils disent rythmologie interventionnelle ou angioplastie, à croire que le reste ne les intéresse pas. Pourquoi? Je ne pense pas qu'ils anticipent d'emblée de vouloir rendre service aux patients. Alors c'est vrai que finalement, à cette devinette que peut-être certains d'entre vous connaissent, la réponse n'est pas très fausse. Quelle est la différence entre Dieu et un cardiologue interventionnel? Eh bien, Dieu, lui, ne s'est jamais pris pour un cardiologue interventionnel. Mais revenons un petit peu aux choses sérieuses. Alors, pourquoi effectivement on en est arrivé à ce débat et pourquoi Jean et beaucoup d'opérateurs pensent qu'il ne faut finalement pas toucher aux CTO, et a fortiori si elles sont complexes? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, ils sont convaincus, ils n'ont pas tort, que ce sont des procédures très souvent complexes qui vont être source de complications importantes, avec un taux de rosténose rédhibitoire, et Jean l'a montré tout à l'heure, enfin, pensez le montrer, et puis que l'impact clinique, vous l'avez entendu, semble finalement être assez négligeable. Alors, c'est vrai, si la réponse à ces 4 questions est oui, ce sont des procédures complexes, oui, plusieurs pourcents de décès, oui, plusieurs pourcents de tamponnades, oui, plusieurs pourcents d'opérations, si effectivement un patient sur 2 rosténose, un patient sur 3 réoccluse son artère et qu'il n'y a au bout de tout ça aucun impact pour le patient, alors je vous l'accorde, il ne faut pas faire ces gestes, c'est uniquement pour le geste technique, pour l'ego de l'opérateur et certainement pas pour le bénéfice, mais évidemment, vous m'avez compris, je vais essayer de vous démontrer le contraire. Alors les procédures sont complexes, c'est vrai que toutes les CTO ne sont pas identiques. Alors attention, ce n'est pas parce qu'une CTO apparaît complexe, forcément, c'est un petit peu vrai, mais forcément que la procédure le sera. Enfin, toujours est-il que les CTO ne sont pas toutes les mêmes. Vous pouvez avoir une plaque qui est à l'origine de la CTO qui est friable, qui est le siège de Microchannel, qui vont laisser passer le guide facilement. Inversement, en bas à droite, vous avez une plaque extrêmement compacte, très dense, très calcifiée. Évidemment, ce sera beaucoup plus difficile à franchir. Et au-delà de la plaque qui constitue l'essence même de la CTO, il y a bien sûr l'environnement anatomique. Ce qui fait, et vous en avez entendu parler à plusieurs reprises dans cette session, on peut considérer qu'il y a des CTO simples et des CTO complexes. L'Euro CTO Club a défini une CTO simple lorsqu'on a affaire à un vaisseau qui est de gros calibre, qui est tout droit en amont, une longueur de CTO relativement courte, l'absence de calcification importante, peu de collatéral en pont qui vont gêner le passage du guide, un réseau d'aval qui est bien visualisé. Et bien dans ce cas-là, effectivement, on peut parler de CTO simple. Et à l'inverse, lorsque un de ces éléments ou plusieurs sont réunis, eh bien on a affaire à une CTO complexe. Et il est évident qu'il y a une relation directe entre le caractère simple ou complexe de la CTO avec des taux de succès qui sont différents. Mais encore une fois, ce sont ça des chiffres qui étaient en 2007, comme ceux qu'a présenté Jean en 2008, et les choses, vous allez voir tout à l'heure, ont quand même évolué, et elles évoluent très rapidement dans ce domaine. On retrouve un petit peu la même différenciation entre CTO simple et CTO complexe chez les Japonais. On vous en a parlé à plusieurs reprises, c'est le fameux J-CTO score qui intègre 5 éléments, le caractère arrondi au filet de l'entrée de la CTO, la longueur plus ou moins 20 mm, l'existence de tortuosité, de calcification, enfin s'il s'agit d'un deuxième essai. Et là aussi, on retrouve chez les Japonais
japonais, une relation directe entre les chances de succès qui dépassent largement 90%. Vous voyez, on atteint pratiquement 100% lorsqu'il n'y a aucun de ces éléments présents. À l'inverse, lorsqu'on a affaire effectivement à des situations difficiles, voire très difficiles, les chances de succès chutent. Et finalement, dans le registre des Japonais, on peut considérer qu'on a affaire à des CTO complexes, c'est-à-dire difficiles à très difficiles, dans à peu près la moitié des cas. Alors, y a-t-il des complications importantes ? Jean Fajadev vous a montré effectivement cette méta-analyse qui a porté sur 19 000 patients. C'est vrai que si l'on prend l'événement le plus dur, le plus grave, bien sûr, c'est le décès. Il va de 0,4% à 1,5%. Encore une fois, ce sont des études quand même qui portent, c'est une méta-analyse qui porte sur des études qui ont été publiées entre 2000 et 2011. Et encore une fois, les choses évoluent très rapidement. Mais comme on ne sait jamais si finalement on va réussir, bien évidemment, et là je suis tout à fait d'accord avec cette assertion, quand on se lance dans le CTO, il faut le faire avec l'esprit, l'énergie qui nous apporte toutes les chances de réussir. Il faut le faire, bien sûr, en ayant envie de réussir. Eh bien, si l'on regarde ces 19 000 patients, on voit que le taux de décès, alors c'est vrai qu'il est un petit peu plus élevé que dans les angioplasties, je dirais, simples, et certaines angioplasties complexes n'ont pas non plus un taux de mortalité nul, il est inférieur à 1%, les PAC en urgence 0,1%, vous voyez qu'on a des chiffres qui sont quand même en dessous de 1%. Alors qu'en est-il de, par définition, l'abord le plus complexe, c'est la voie rétrograde, et ça c'est vrai que c'est du lourd, c'est peut-être source de complications. Eh bien, dans cette méta-analyse de Patel, il y avait à peu près 900 patients qui ont bénéficié d'une voie rétrograde. Et lorsqu'on regarde les complications, vous voyez que le décès de 0,1%, on va me dire c'est bizarre parce qu'on a l'impression que le décès serait presque inférieur dans les rétrogrades que dans les antégrades, mais on peut considérer que ce sont des opérateurs tout simplement plus expérimentés qui se sont lancés dans ces voies rétrogrades. Mais vous voyez encore une fois que les chiffres sont relativement bas. Une autre méta-analyse qui a porté cette fois sur un nombre plus important de voies rétrogrades, vous voyez 3500 voies rétrogrades, retrouve finalement des chiffres qui sont à peu près similaires avec un taux de décès de 0,7% et des complications graves 0,7%. Alors une tamponnade 1,4% et puis des infarctus 0,6%, et les néphropathies de contraste sont définies dans la plupart de ces études comme une augmentation de 25% du taux de créatinine. On retrouve ces mêmes données, du reste, même dans des études plus confidentielles, dans un centre d'experts, où on retrouve effectivement un taux de décès que de 0,3%. Je ne pense pas quand même que ce soit des chiffres absolument catastrophiques. Alors c'est vrai que la voie rétrograde reste tout de même un élément qui contribue, surtout si bien sûr elle est entreprise par des gens qui n'en ont pas, des opérateurs qui n'ont pas l'habitude, contribue à une augmentation du taux de complications. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être conscient qu'on évolue dans le temps et on évolue très rapidement. Et si vous regardez dans cette méta-analyse de Cannes qui a porté sur près de 17 000 patients, vous voyez qu'en une durée, un intervalle de temps relativement bref, puisqu'on est ici où je vous ai surligné les résultats dans les années 2005-2007, c'est pas très loin de l'époque actuelle, eh bien on avait 2 fois plus d'événements et de complications que nous en avions en 2008-2010, c'est-à-dire pratiquement 2 à 3 ans plus tard. Et surtout, encore une fois, on a réduit la mortalité de manière importante. Alors là, c'est vrai, si on en était resté, si aujourd'hui, en 2015, on était toujours à ces chiffres, vous voyez, qui peuvent atteindre 2% de mortalité, là, c'est vrai que ce serait inadmissible, mais ce n'est plus du tout le cas. Et aujourd'hui, en considérant toutes les procédures avec succès ou pas, on est à 0,4%. Enfin, aujourd'hui, je dirais plutôt dans les années 2010. Et bien sûr, nous sommes quand même 5 ans après l'apparition de ces études. Ce qui fait que finalement, on se rapproche de plus en plus, en tout cas c'est ce qui apparaît dans cette méta-analyse, des chiffres de complications, et en particulier concernant la mortalité, que l'on observe dans l'angioplastie tout venant. Et tout simplement, ceci est lié au fait que plus on avance, plus on prend de l'expérience, plus ces gestes sont faits par des opérateurs entraînés, plus on améliore le taux de succès, et inversement, plus on diminue le taux de complications. Est-ce que les taux de rosténose sont importants, effectivement? Et en tout cas, moi, quand j'ai démarré la CTO à Saint-Étienne, je me suis dit, c'est sûr que si les patients, quand on les recontrôle systématiquement, ils reviennent et qu'une fois sur 2 c'est bouché, ce n'est pas la peine de continuer. Et on s'est intéressé donc à une série de 100 patients qui ont été traités par du sirolimus, donc un stent qui date déjà, avec des longueurs de stenting qui sont relativement importantes, 80 mm, allant de 23 à 174 mm. Vous avez un taux de rosténose global de 18%. Angiographique, je parle, systématiquement réalisé, et un taux de réocclusion de 1%, c'est ce qui correspond à la littérature. Et dans le registre important italien, qui a évalué les facteurs de réocclusion chez 616 patients qui avaient bénéficié d'un geste pour CTO, vous voyez que le taux global de rosténose, incluant les occlusions, est de 20%. Les occlusions elles-mêmes, c'est 7%, c'est vrai que c'est déjà assez élevé, mais si vous regardez bien avec les stents de dernière génération, le taux de réocclusion complète n'est que de 3%. Alors en revanche, et on revient sur une des discussions que nous avons eues lors de cette session, il ne faut probablement pas
il faut éviter au maximum ces techniques de dissection réentrée étendues. Et là, je rebondis un petit peu sur le commentaire qu'a fait Michel Pensieri, parce que lorsque vous voyez effectivement dans la technique de Starr, qui est tout simplement une caricature de la dissection réentrée, où il y a un chenal sous-intimal extrêmement long, et bien vous voyez qu'on a un taux de réocclusion qui est rédhibitoire, cette fois 57%. À Saint-Étienne, on poursuit donc nos contrôles angiographiques, et sur une série de 170 patients, on a un taux de rosténose de 21%, avec incluant bien sûr un taux de réocclusion de 4,7%, ce qui fait qu'il y a un taux de rosténose de 15%, en sachant que dans la plupart des cas, là aussi, si on avait des rosténoses diffuses prolifératives, ça serait très inquiétant. En fait, il faut savoir que dans plus de 90% des cas, il s'agit de rosténose focale, voire bifocale, et que ce sont bien sûr des rosténoses, je vous parle ici de rosténose purement angiographique, c'est-à-dire définie par une réduction de lumière de 50% ou plus, et que 2/3 de ces rosténoses ont justement des réductions de lumière comprises entre 50 et 70%. Or, vous savez tous qu'une FFR aurait probablement montré que dans au moins 2/3 de ces rosténoses, entre 50 et 70%, il n'y avait pas de retentissement hémodynamique. Je ne vous cache pas qu'on les a traités, on n'a pas fait de FFR, mais si on considérait le taux de rosténose hémodynamique, il serait probablement moitié moindre, c'est-à-dire en gros de 8%. Et enfin, l'impact clinique. Alors c'est vrai que vous avez déjà vu quelques données. Si l'on reprend le registre qui vous a déjà été montré sur une diapositive par Jean, c'est vrai qu'il n'y a pas d'études randomisées, mais ce sont des registres quand même importants qui portent sur 14 000 patients. Et vous voyez qu'entre les CTO recanalisés et les CTO malheureusement non recanalisés, donc échoués, il y a une différence à long terme de mortalité. Et cette différence de mortalité, elle est valable. À un moment donné, on s'était demandé si finalement ça ne concernait pas que les patients qui étaient atteints d'une CTO de l'IVA, mais finalement, elle ressort également pour la circonflexe et la coronaire droite. Et la réduction de mortalité à long terme que l'on obtient en recanalisant avec succès une CTO, eh bien, est la même, qu'il s'agisse d'une IVA, d'une circonflexe, d'une coronaire droite. Alors, bien évidemment, on s'entend pas le bout de les quelques centimètres, les derniers centimètres périphériques du vaisseau, mais bien sûr des vaisseaux qui sont dominants. Alors, juste pour finir, un cas effectivement de CTO complexe, un patient qui a un angor d'effort, il n'est pas asymptomatique, il y a une ischémie étendue de la paroi inférieure, il y a eu une première tentative par voie antérograde qui a été rapidement abandonnée. Le patient donc nous a été adressé, il continue de souffrir d'un angor quotidien, c'est un patient qui n'est pas dans la région de Saint-Étienne, il est donc très demandeur. Donc une première tentative de CTO par voie rétrograde, j'ai dû l'arrêter en raison de la formation d'un thrombus, ça fait partie des complications, formation d'un thrombus de le cathé donneur, et là il faut savoir s'arrêter, évidemment j'ai retiré absolument tout. Alors j'ai repris le patient qui était très symptomatique, demandeur, qui demandait un deuxième essai en lui disant qu'il y avait une possibilité quand même, parce qu'on avait dû arrêter la première procédure, et qu'il y avait une possibilité de réussir. Il est donc revenu, et là effectivement on pourrait très bien me taxer d'avoir fait jouer mon ego, puisque c'est un cas qui était présenté à un live. Et là, c'est une CTO complexe. Vous voyez qu'il y a des calcifications, c'est une occlusion paraostiale, elle est très longue, il y a des tortuosités, c'est le deuxième, on peut dire même le troisième essai, c'est un JTO score de 5. Je n'ai pas pu repasser par la voie septale que j'avais utilisée lors de la première essai, je suis donc passé par une voie épicardique, et bien sûr, il faut faire très attention parce qu'on peut avoir des risques à ce moment d'effraction et de tamponnade, et c'est dramatique. On termine par un reverse cart, on obtient ce résultat. Ce patient, alors là, je vais peut-être faire frémir certains, je ne sais pas si Bernard Livarec est par là, c'est une procédure qui a duré 6 heures. C'est quand même, bien sûr, ça relève de l'exception, je vous rassure tout de suite, c'est une durescopie extrêmement longue, 6 gray endoscarmate, dose à peau de 34 gray, et puis un petit peu plus de 500 cc pour le contraste. Ce patient a été surveillé, bien sûr, d'abord sur le plan rénal, il y a eu une augmentation transitoire de sa créatinine, qui est redevenue, le jour de son départ, à un niveau tout à fait normal. Ce patient est suivi, il a eu une coronarographie par nos amis dijonnais à 6 mois, il est totalement asymptomatique. Je ne peux pas vous montrer le film, mais donc j'ai eu le rapport de Dijon, le résultat est parfait, et il y a quelques jours, puisque c'est le 7 janvier 2015, il a revu son généraliste. On avait bien sûr, il y a une surveillance qui a été faite, notamment sur l'aspect cutané, il n'y a rien du tout à l'examen clinique, et le patient est totalement asymptomatique. Donc en conclusion, effectivement, ce sont des procédures complexes, c'est vrai. Source de complications importantes, je ne pense pas qu'on puisse le dire aujourd'hui. Taux de rosténose rédhibitoire non plus. L'impact clinique négligeable, c'est vrai qu'il nous manque. Il nous manque des études randomisées. On attendra les 2 études qui sont en cours. Moyennant quoi, je pense que l'angioplastie en cas de CTO, même complexe, on peut tout de même penser qu'on rend service au patient, et je pense qu'on a rendu service à ce patient dont je viens de vous montrer l'exemple.
sous réserve bien évidemment d'une indication fondée. Pour ma part, donc, je ne traite que des patients soit symptomatiques, soit qui ont une ischémie étendue du territoire myocardique correspondant, ou une viabilité si bien sûr il y a un infarctus. Pour revenir au cas qui nous a été montré en début, personnellement, il me manque des éléments pour traiter le premier cas que vous a montré Bernard Chevalier. Il me manque des éléments. Il y a un amincissement important. On nous dit qu'il y a une transmularité qui est de 50%. Vous savez qu'en dessous de 25%, on peut conclure. Au-dessus, c'est bon. Au-dessus de 70, en dessous de 25%, pardon, c'est pas bon. Au-dessus de 70%, on peut conclure. Il y a une zone grise entre 20 et 70%. Le rehaussement tardif était très difficile à voir. Je pense qu'il manque des arguments, notamment il manque ce qu'on fait à Saint-Étienne, une IRM de stress sous adénosine pour conclure et savoir si vraiment ce patient justifie ou pas d'une recanalisation. Et bien évidemment, en tout cas, si elle doit être faite, elle doit être faite par un opérateur rompu à cette technique. Je vous remercie. Merci. Vous avez les éléments de la décision. Alors, vous faites quoi de cette coronaire droite que je vous ai présentée, sachant qu'il y avait une IRM de stress positive, comme je l'ai dit. Qui c'est qui la tente, la CTO de ma coronaire droite? Personne? Bon, la réponse est claire. Je remercie les orateurs pour leur belle présentation et je remercie Biosensor pour avoir organisé ce symposium.